Nous espérions tous une accalmie, mais Météo France a douché nos espoirs la semaine dernière en annonçant une 3e saison chaude sous le signe de la Niña. De nouveau, des précipitations et des températures supérieures à la normale sont à venir. À quoi va ressembler cette saison chaude et les suivantes? Réponse tout de suite dans Ça vous parle. Bonsoir et bienvenue. Nous sortons d'une saison fraîche en tout point exceptionnelle, exceptionnellement humide, exceptionnellement chaude. Nous verrons avec nos invités en quoi cette saison a battu bien des records. Puis nous nous tournerons vers la saison chaude à venir. Comme je vous disais, forte pluie et grosse chaleur à prévoir, mais aussi davantage de journées où le temps sera instable. Avons-nous déjà les deux pieds dans le dérèglement climatique? On en parle avec nos invités. Alexandre Pelletier, responsable de la division climatologie de Météo France Nouvelle-Calédonie, et Christophe Menkès, climatologue à l'IRD. En cours d'émission, nous irons aussi au Pakistan et en Europe qui ont eux aussi connu des chamboulements climatiques ces derniers mois. Dans le revue de presse, nous reviendrons en chiffres sur ces événements dévastateurs. Puis en fin d'émission, Xavi nous rejoindra pour un quiz sur le climat. Quelle est la ville la plus aride au monde? Quelle est la température la plus froide jamais enregistrée? Réponse en fin d'émission. Nous sortons d'une saison fraîche qui ne porte pas très bien son nom. Elle a été la saison fraîche la plus chaude de ces 50 dernières années, la plus arrosée aussi. Christophe Pelletier, bonsoir. Vous êtes responsable de la division climatologie de Météo France. Dans quelle proportion cette saison a-t-elle été plus chaude que les autres? Eh bien oui, à l'échelle de la Nouvelle-Calédonie, donc, du point de vue de la chaleur, en fait, on est en gros, à des nuits beaucoup plus chaudes que la normale, en moyenne 2,6 degrés au-dessus de la normale. Alors c'est conséquent. Par exemple, si on prend l'exemple de Wailu, d'habitude à Wailu, on avoisine les 15-16 degrés la nuit, c'est-à-dire que la température ne descend pas en dessous de 15-16 degrés. Et bien là, au cours du mois de juillet, il y a eu 3 dates importantes aux alentours du 6 et du 20. Là, le thermomètre n'est pas descendu en dessous de 24 degrés. Donc c'est pour dire que les nuits cet hiver ont été particulièrement chaudes en Nouvelle-Calédonie. Et du côté des précipitations, on a aussi connu des records? Oui, des records. Donc on est à plus 130%, ça veut dire plus de 2 fois ce qu'on mesure habituellement pendant les mois d'hiver. Ça veut dire par exemple à Vaud, notre bénévole Madame Nakamura, cette année elle a mesuré plus de 500 mm de précipitations en juin, juillet et août. Sur le total. Et il faut savoir que c'est le record pour cette station de Vaud. Toute année confondue. Toute année confondue. Voilà, Madame Nakamura, que je salue, elle n'a jamais mesuré un cumul aussi important pendant les mois d'hiver. On est grosso modo sur du 150 mm par mois pour des mois d'hiver. Et ça, ça fait plutôt penser à des cumuls des mois d'été, en fait, des mois de mars. Donc on est vraiment sur... Voilà, un hiver, comme vous le disiez, chaud et humide. Alors, cette saison fraîche détient aussi un autre record, malheureusement. Il concerne la température de surface de l'océan Pacifique Sud-Ouest. À l'entrée de la saison fraîche, cette température n'a jamais été aussi élevée que cette année. Et surtout, cette température a continué d'augmenter au cours de la saison fraîche jusqu'à atteindre plus de 2 degrés par rapport à la normale de saison. Christophe Menkès, vous êtes climatologue à l'IRD. La Niña n'explique pas tout. Est-ce qu'on peut aussi parler de changement climatique pour cette année record ? Oui, mais je pense qu'en fait la Niña en effet n'explique pas tout, quoique la Niña explique les années très anormales. Mais ces années très anormales, la Niña en particulier ou El Niño, se superposent à une lente montée des températures, qu'elles soient de l'eau ou de l'air, et qui caractérise le changement du climat. Et ça, je pense que plus personne n'a de doute ou ne devrait avoir de doute sur le fait qu'il existe cette lente montée des températures. Mais sur laquelle se superposent des événements comme le La Niña que nous vivons, les La Niña que nous avons vécu et les El Niño et d'autres événements. C'est important de comprendre qu'il y a des superpositions d'événements qui s'accumulent parfois de manière négative. Alors cette saison fraîche, elle bat des records dont les derniers avaient été établis en 1971, donc il y a plus de 50 ans. Mais alors on ne peut pas nier le changement climatique, mais comment expliquer les records à cette époque, en 1971? C'était aussi... C'est plus que en fait, les records, la période de record, elle est établie depuis 1971. D'accord. C'est-à-dire que dans la période entre 1971 et cette année, on a observé bien évidemment les records ont été battus au cours du temps.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a commencé à faire un suivi, on va dire, scrupuleux à partir de 1971 pour les températures. Mais effectivement, il y a eu d'autres années d'autres années chaudes au cours du temps, mais c'est la succession en fait. Les records sont battus de plus en plus fréquemment pour les températures, et c'est ça qui véritablement montre justement qu'on est sur une tendance au réchauffement, que malheureusement la Nouvelle-Calédonie n'est pas épargnée par le réchauffement global et que les températures ont augmenté, plus 1,3 degré. Au cours des dernières décennies. Voilà, c'est ça en fait la tendance, et malheureusement on n'est pas épargné par... Alors on n'est pas les seuls, c'est vrai, à avoir connu des conditions climatiques extrêmes ces derniers mois. C'est le cas aussi notamment du Pakistan et de l'Europe. C'est la revue de presse de Maëlys Vézia. C'est la pire mousson de son histoire. Depuis 3 mois, le tiers du Pakistan est sous les eaux. Et le bilan est catastrophique, nous rapporte Le Monde. Près de 1200 morts, plus d'1 million de maisons détruites et 80 000 hectares agricoles dévastés, soit l'équivalent de 18 fois la taille de Nouméa. Un Pakistanais sur 7 est directement affecté par ces intempéries. France Info s'inquiète des risques d'épidémies à venir dans le pays, tels que le paludisme ou le choléra. Coût des réparations, 10 milliards de dollars. Pour rappel, le Pakistan produit moins de 1% des émissions mondiales de carbone, et pourtant, comme nous l'indique Courrier International, il est l'un des pays les plus touchés par les effets du dérèglement climatique. En Europe, les sols, eux, brûlent. France, Portugal, Espagne, Slovénie ou encore Roumanie, Le Point fait état de 660 000 hectares de terres détruites sur le continent depuis le début de l'année, soit presque la moitié de la Nouvelle-Calédonie. Ces incendies monstres sont créés par le cocktail explosif des vagues de chaleur successives et d'une sécheresse généralisée. Entre juin et septembre, la France a subi 33 jours cumulés de canicule, comme nous le rappelle Euronews. Les incendies en Gironde et en Bretagne, les orages meurtriers en Corse ou encore les pénuries d'eau ont rythmé ces derniers mois. Plus près de chez nous, nos voisins australiens et néo-zélandais subissent des phénomènes similaires. Des tempêtes et inondations spectaculaires ont provoqué l'évacuation de milliers de personnes ces dernières semaines. Une crise climatique coûteuse pour les services publics qui doivent soulever des milliards pour réparer les dégâts. En Nouvelle-Zélande, à cause du changement climatique, les inondations pourraient même coûter aussi cher que les séismes après 2050. Alors on va nous aussi se projeter en 2050 dans quelques instants, mais on va d'abord regarder ce qui nous attend dans les prochains mois. Il y a à peine une semaine, Météo France Nouvelle-Calédonie, vous nous dévoiliez les prévisions à moyen terme mises à jour, et on rempile donc pour une 3e saison chaude sous le signe de la Niña. C'est exceptionnel, 3 années d'affilée sous le signe de la Niña. Alors c'est exceptionnel, oui, parce qu'en fait c'est arrivé c'est la 3e fois que ça survient depuis 1950. C'était déjà apparu par le passé. Il faut savoir aussi que la Niña a tendance à... Enfin, il y a un épisode sur 2 qui est suivi par un second épisode de la Niña. Donc voilà, on est sur quelque chose, on va dire, qui est plutôt exceptionnel. Et en Nouvelle-Calédonie, cela va avoir pour conséquence des précipitations encore accrues pour la saison à venir. C'est-à-dire à quoi on doit s'attendre au niveau des précipitations ? Alors pour les précipitations, on doit s'attendre à des cumuls plus importants, donc, notamment pendant l'été. Alors là, on voit un petit graphique. Oui. Vous pouvez nous l'expliquer ? Oui, alors voilà, ça c'est juste pour se projeter en grosso modo au cours pour la fin de l'année. Donc on s'attend à ce que les cumuls soient en gros, on va dire que c'est le scénario privilégié. Alors ça ne veut pas dire que ça va se produire chaque mois, mais en tout cas, ce qu'on privilégie, c'est une augmentation de 50% des précipitations par rapport à ce qu'on mesure habituellement. Donc, on va aller vers un temps qui est plutôt sec. C'est la saison qui le veut, mais ce qu'on s'attend quand même, c'est qu'on ait un type de temps qui soit un type de temps tropical, chaud et humide, qui surviennent plus fréquemment que d'habitude et qui apportent les quantités de précipitations qui font qu'on va dépasser la normale. Donc on s'attend à ce qu'on ait un temps quand même qui soit relativement entrecoupé par des épisodes pluvieux assez importants, en tout cas anormaux pour la saison. Et au niveau des températures, c'est une saison chaude, très chaude ? Voilà, on s'attend... Alors,
pour les températures que l'on connaît au cours de l'après-midi, hein, les températures maximales. Là, le signal n'est pas franc parce qu'en fait, plus vous avez de nuages, moins le sol a tendance à se réchauffer et l'atmosphère avec elle. Donc du coup, c'est plutôt les températures la nuit où là, on s'attend à ce qu'elles soient un peu plus augmentées par rapport à la normale. Elles redescendent moins que ce qu'elles auraient pu faire d'habitude. Voilà, justement parce que à cause de l'environnement marin, on sait que la Niña, ça a pour effet au niveau de la Nouvelle-Calédonie d'apporter davantage d'eau chaude donc, au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Et donc ça, c'est un effet surtout sur les températures la nuit. Et donc on s'attend à ce que la température, donc la nuit, soit au-dessus de la normale. D'accord, donc plus de pluie et des nuits plus chaudes. Voilà, c'est ça. Alors, on a parlé de la pluie et de la chaleur, mais la Niña amène aussi du temps instable. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça, Christophe? Ça veut dire quoi, plus de jours de temps instable? Quand il y a beaucoup de chaleur dans l'atmosphère et beaucoup d'évaporation, en fait, on dit qu'on a une accumulation d'énergie dans la colonne atmosphérique, et donc le temps, au lieu d'être le temps est typiquement instable, c'est-à-dire qu'on peut avoir des épisodes de précipitation. Cette énergie peut se transformer en éléments précipitants, et donc on a des moments brefs et discontinus de précipitation qui sont généralement très importants dans les tropiques. Parce que le type de nuages formés dans les tropiques est de nature à produire ces précipitations intenses et très concentrées. Est-ce que ça veut dire plus d'orages ou plus de cyclones, par exemple, ou pas forcément? Alors, pour les orages... Ça veut dire en tout cas que le temps typique de la Nouvelle-Calédonie, c'est un temps avec des alizés, avec 15 nœuds l'après-midi, 15-20 nœuds, un temps relativement sec avec un peu d'ennuagement sur la côte est, donc on va dire une certaine torpeur, une certaine monotonie. Là, un temps instable, c'est quelque chose qui vient rompre cette monotonie en apportant des précipitations, du changement, soit tantôt un mollissement du vent, tantôt un renforcement du vent. C'est ça, du fait d'un temps instable. Et effectivement, quand on est en La Niña, on a davantage ces incursions d'air tropical chaud et humide qui amènent de l'instabilité et qui peut provoquer notamment effectivement des orages, même si pour les orages, ce n'est pas le seul facteur qui va intervenir. Mais oui, le temps instable, c'est... quelque chose qui est autre que la monotonie des alizés. Et on a connu ça d'ailleurs pendant cette saison fraîche. On a eu parfois 2-3 jours de grosses précipitations. Avec les conséquences qu'on connaît. Avec cette fois-ci donc, un temps tropical chaud et humide qui vient se confronter avec des masses d'air qui viennent plutôt des parties au sud de la Nouvelle-Calédonie. On a des éléments, on va dire, qui viennent ce qu'on appelle les moyennes latitudes, donc c'est-à-dire des régions tempérées qui viennent se confronter avec des éléments qui viennent des tropiques. Et ça, c'est deux ingrédients en fait qui vont pas bien ensemble, et c'est ça qui peut provoquer notamment des fortes précipitations. Contrairement à ce qu'on peut croire, les records de précipitations qu'on a en Nouvelle-Calédonie, je pense notamment à ce qui s'est produit en 2013, c'était plus de 700 mm en 24 heures. Et ça, c'est pas à cause d'un cyclone, c'était à cause d'une confrontation entre ces masses d'air chaudes et humides et froides qui remontent de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande. Donc c'est ce qui s'est produit encore cette fois-ci. D'accord, donc on peut s'attendre à des événements exceptionnels qui peuvent potentiellement mener à des inondations. Pour cet été, oui, c'est-à-dire qu'en La Niña, on a un risque qui est accru d'avoir de fortes précipitations et donc des inondations. Et cela d'autant plus que, vous savez que pendant le mois de, on va dire, septembre, octobre, novembre, c'est là qu'on constate les plus basses eaux dans les rivières. Généralement, et beaucoup de cours d'eau en Nouvelle-Calédonie sont à sec. Là, c'est pas le cas, puisqu'on a eu beaucoup d'eau pendant la période hivernale. Donc, un niveau d'eau qui est déjà assez élevé, et donc on va partir déjà d'un niveau assez élevé. Donc vous rajoutez à ça les fortes précipitations qu'on constate généralement en été, et donc vous avez potentiellement un risque d'inondation qui est augmenté. Alors on va se tourner maintenant en 2050 avec des événements exceptionnels qui pourraient se multiplier. On l'a entendu tout à l'heure dans la revue de presse. Vous étudiez, le changement climatique dans la région. À quoi on peut s'attendre dans la région Pacifique? On a vu aussi que nos voisins d'Australie, Nouvelle-Zélande étaient concernés par la Niña. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre dans les prochaines années sur la région Pacifique? Oui, ça c'est une très vaste question. À quoi on peut s'attendre?
Il y a deux choses que j'aimerais illustrer. Il y a le fait qu'il y a donc une tendance à long terme. Par exemple, typiquement la température qui augmente, donc on va s'attendre à voir cette tendance continuer et possiblement s'accélérer si on reste dans le scénario d'émissions de gaz à effet de serre dans lesquels nous sommes, parce que en effet, à quoi on va s'attendre dépend de la quantité de gaz à effet de serre qu'on va émettre. On est un peu maître de ce futur-là, d'une certaine manière, bien que ce soit déjà enclenché, qu'on ne puisse pas revenir en arrière. Donc il y a cette tendance à long terme, ça on s'y attend. Et on la prévoit, et les modèles qu'on utilise, qui sont les modèles de climat du GIEC, la prévoient assez bien sur l'ensemble de la planète. Et typiquement, en 2050, soit on est dans un scénario sur lequel nous nous trouvons actuellement, et en 2050, on aura atteint plus de degrés sur la planète, et peut-être et plutôt 1,6, 1,7 degrés dans la région du Pacifique. Donc les fameux 2 degrés qu'il faudrait ne pas dépasser pour être dans les accords de Paris. Sauf que les accords de Paris étaient prévus pour atteindre ce 2 degrés en 2100 et là, sur la trajectoire sur laquelle on est, en 2050, on aura atteint 2 degrés. Donc soit on reste sur cette trajectoire de gaz à effet de serre, soit on a une politique très forte de réduction de gaz à effet de serre et à ce moment-là, en 2050, on sera plutôt de l'ordre de 1,2, 1,3 degrés en plus pour la température, la température de l'air sur la planète. C'est-à-dire qu'on modifie réellement la courbe de montée lente des températures. Donc ça, ce sont pour les grandes tendances qui dépendent du gaz à émission, de la quantité de gaz à émission, de gaz à effet de serre, d'émissions de gaz à effet de serre. Avec quelles conséquences du coup sur le climat? J'imagine que les conséquences ne seront pas les mêmes partout sur la planète. Est-ce qu'on connaît les conséquences sur le Pacifique? Peut-être avant, je vais rajouter ce qui nous a amené ici, c'est-à-dire les événements ponctuels sur cette grande tendance. On a ces tendances qui sont assez bien prévues et on se superpose sur ces tendances ce dont Alex a parlé, c'est-à-dire que les événements météorologiques. La Niña, El Niño, les cyclones, les vagues de chaleur, etc. Et ce qui est prévu, c'est qu'en plus de cette tendance qui augmente et qu'on observe, les événements extrêmes ont ces dernières années tendance à augmenter en fréquence, en nombre et en intensité. Et cette augmentation en nombre et en intensité va se poursuivre. Donc on superpose, on va dire, deux mots. Le premier mal qui est pour la température, l'augmentation des températures, à des événements extrêmes de plus en plus fréquents et de plus en plus intenses. Voilà. Et typiquement, ce qui est prévu pour 2050 à l'échelle du globe, c'est une augmentation de l'ordre de 10 à 20 fois plus d'événements extrêmes qu'actuellement, donc ce type d'événement. Donc on pourrait ne plus avoir d'année normale, ce sera soit la Niño, soit la Niña, et puis on enchaînera... Alors, je ne sais pas si en 2050 on aura ça. En tout cas, en 2100, je pense qu'il faudra vraiment se poser la question de qu'est-ce qu'est une année normale. Et d'ailleurs, c'est les questions qu'on se pose. Que devient une année normale en 2050 et en 2100 ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces prévisions que je vous donne, elles sont, là, je l'ai dit, à grande échelle. Ce sont des modèles de climat, ce sont des prévisions qui sont données sur des espaces, sur des mailles de l'ordre de 100 km, qui sont des mailles énormes, puisque la Calédonie rentre dans 2-3 de ces mailles. Et qu'une des grandes voies de recherche et sur lesquelles on travaille en particulier en Calédonie, notamment avec Météo France, c'est d'arriver à donner des prévisions du climat à des échelles locales, ce qui signifie des prévisions à des échelles qui sont de l'ordre de 2 km à 1 km sur toute la Nouvelle-Calédonie, mais pas seulement. On a un programme de travail qui s'appelle CLIPSA qui va fonctionner, qui va être développé pour la Calédonie, le Vanuatu, la Polynésie, Wallis et Futuna. Et on essaie vraiment, dans un premier temps, de mieux comprendre à l'échelle locale la déclinaison de ce dont je viens de parler, c'est-à-dire ces grandes tendances qu'on voit à l'échelle globale, le nombre de ces événements extrêmes, les vagues de chaleur, les cyclones. Ça, c'est pour le climat. Et ça reste un challenge. Parce que, pour l'instant, on est capable de donner des grandes tendances à 2050, à 2100, selon les scénarios du climat. On n'est pas capable de donner précisément à 2 km sur la côte est, sur la côte ouest, ce qui va arriver. Et donc ça, c'est notre projet qu'on développe dans les 4 à 5 années à venir avec Météo France et l'AFD sur ce thème. Donc dans 4 à 5 ans, on pourrait savoir un peu plus précisément ce que le pays va connaître dans les prochaines années, c'est ça ?
C'est vraiment le but. Alors, c'est un des buts. Le deuxième but de ce projet, c'est de comprendre comment la population et les pouvoirs publics comprennent cette notion de changement climatique. Qu'est-ce qu'on en fait comment dans le quotidien cette notion de changement climatique dont on parle tout le temps est appréhendée, est mobilisée, est transmise, etc. Donc ça, c'est un des aspects qu'on veut aussi développer dans ce programme, parce que ça ne sert à rien, en effet, de produire, et c'est notre but, des simulations à haute résolution locale si au niveau des populations ça ne parle pas. C'est-à-dire si cette notion de changement climatique est pour elles quelque chose d'abstrait. Merci. Donc voilà. Merci pour ces explications. C'est presque la fin de cette émission, mais d'abord on va jouer avec Xavi qui va nous rejoindre pour un quiz sur les bizarreries climatiques. Bonsoir Xavi. Ça va, bonjour, oui. Bonsoir, pardon. C'est à toi, on t'écoute. Et oui, c'est la petite page bonne humeur, essayons de se distraire un petit peu avec toutes ces mauvaises nouvelles. Alors, fatigué de la pluie en Nouvelle-Calédonie, certes, on va essayer de savoir quelle est la ville dans le monde à détenir le record du plus petit taux de pluviométrie. Ou alors, la période où il n'y a pas eu de pluie dans la ville, c'est elle qui a le record. Est-ce que vous avez une idée de ville ou même de pays? J'accepterai, messieurs. On voit les 3 propositions. Ouais. Oui, donc alors, non, 3 propositions pour vous deux. On aura soit Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, soit Semara, dans le Sahara occidental, au Maroc, ou encore Arica, au Chili. Moi, je joue pas, j'ai pas le niveau, je vous laisse... Moi, j'aurais dit dans le Chili, ouais. Parce que je... Mais tu m'as entendu, hein. Oui. Eh bien exactement, ouais, bravo ça, messieurs, ouais. tous les deux suite à une concertation cérébrale. Cérébrale interne. Non, mais oui. Voilà, donc ils ont passé quand même 173 mois sans pluie, c'était entre 1903 et 1918, on n'était pas là pour en témoigner, mais c'est eux qui ont le record de la période sans pluie, on ne sait pas comment ils ont fait pour s'en sortir de cette période. Bonjour aux habitants de Arica, s'ils nous écoutent, voici la question suivante. Alors, quelle est la température la plus basse jamais enregistrée à la surface de la Terre ? Est-ce que c'est moins 58 degrés? Est-ce que c'est moins 78 degrés ou moins 98 degrés? Alors, Moins est-ce que 78. c'est avec un thermomètre ou par satellite? Alors, je peux vous aider, exactement. Voilà, on est face à des professionnels. Alors, il s'agit effectivement d'une donnée qui est par satellite et qui est donc moins fiable qu'une donnée qui aurait été enregistrée par l'humain directement avec son petit thermomètre. Mais il s'agit d'une donnée scientifique quand même. Moi, je dirais moins 98. Vous dites moins 98. De toute façon, on a 3 essais, il y a 3 essais. On ne peut pas se tromper. Je peux vous donner la région si vous voulez, c'est à Inland 6. Inland 6, c'est une station qui se trouve dans l'Est Antarctique. Ouais. Alors. Vous restez sur les moins 78, Ouais, Christophe. allez. Eh bien, c'était moins 98 degrés. dis donc, Voilà. tu vois. Alors, de l'air irrespirable pour l'humain. Normalement, ils ont des masques qui réchauffent l'air pour que ça rentre dans les poumons. Mais donc, il n'y avait personne pour mesurer. C'est un satellite qui a pu sonder combien il faisait à cet endroit-là de la surface de la Terre. Bravo, Juste messieurs. peut-être le record en Calédonie de la température la plus froide. Alors, ça doit être... c'est Bourail. C'est 2,3 degrés à Bourail. Et... alors, on a aussi dans notre base de données de mémoire 0,5 ou 0,7 degrés enregistrés au mont Humboldt. C'était pendant une campagne de l'ancêtre de l'IRD Leurstom. Non, pas l'ancêtre, c'est pas toi l'ancêtre. Mais D'accord. voilà, c'était une courte période de mesure. C'est Mais en bien. tout cas, voilà, c'est vraisemblable que ça puisse geler en Nouvelle-Calédonie. Donc, le Température négative. mythe de la neige sur le Mont Panier, c'est possible. On n'était pas là pour la voir, mais Alors, c'est possible qu'il y ait eu quelques flocons qui soient tombés un jour. Alors après, pour qu'il y ait de la neige, il faut d'autres choses, mais oui, pourquoi pas. Enfin, c'est pas non plus farfelu. C'est D'accord. pas impossible. On Très va bien. accélérer juste Oui, un tout pardon, petit peu. on y va parce qu'on avec la touche question presque à la suivante fin qui est de très l'émission. rapide. Quelle épaisseur, selon vous, il faut pour pouvoir patiner sur la glace, messieurs? On va dire un homme d'1m80, 70 kilos. T'as des suggestions quand même? On n'a pas les Ouais, réponses. allez, j'ai des suggestions. Non, j'ai essayé de voir s'ils avaient la réponse cash. Alors là, On a soit 15 cm, soit 30 cm ou 50 cm. 30 cm. C'est toujours le Au minimum. moins, il me faut 2 mètres, sinon j'y vais pas. T'es enveloppé. Eh bien, 15 cm suffira 15 pour centimètres. pouvoir rider la glace avec des patins à glace, bien sûr. À quelle espèce animale le réchauffement climatique profite-t-il? S'il profite à certaines espèces. 3 propositions. Est-ce que c'est aux ours blancs?
Est-ce que c'est pour les oiseaux ou les méduses? J'aurais dit l'espèce humaine, mais je vois que ça fait partie des... Non, ouais, les méduses. J'aurais dit les ouais. méduses parce qu'on en observe de plus en plus dans l'océan, même si on ne sait pas si c'est forcément lié au changement climatique, mais en tout cas... Alors effectivement, ce sont des méduses. Le réchauffement des eaux et aussi l'acidité des océans qui est grandissant fait que la prolifération des méduses est très active. Et alors du coup, ce sont les fameuses méduses boîtes, elles s'appellent. Et c'est l'animal le plus venimeux du monde par rapport à sa taille. Donc voilà, c'est pas super cool. Mais c'est un pas animal, rassurant, quand même une création de Dieu. Donc bientôt en Calédonie. Voilà, c'est ça aussi. On l'a déjà vu. Alors la dernière question, c'est une évolution, c'est comme on l'a dit tout à l'heure des probabilités. Il est plausible que l'humain évolue physiquement à cause du réchauffement climatique, mais de quelle manière? Est-ce qu'il va grossir? Est-ce qu'il va grandir? Ou est-ce qu'il va rétrécir? Eh bien... Je suis content de les coller. Pourquoi il ferait La ça? fierté du Pourquoi il producteur. ferait ça? Pourquoi Sortez le tableau blanc, le débat c'est La parti. température, il faudrait évaporer plus. Donc Alors il nous plus reste de juste 15 surface. secondes, si je ne veux pas Peut-être. vous mettre la pression. Et en fait, la réponse est toute simple. Je vous la donne avant de vous torturer trop l'esprit. En fait, on a observé que les mammifères dans les pays chauds étaient beaucoup plus petits que les mêmes mammifères observés dans les pays plus froids. Donc, la tendance va aller au rétrécissement pour l'homme. Ce ne sont que des probas. D'accord. Et c'est pas moi qui l'ai fait. Merci beaucoup. Merci à tous, merci de vous Merci. être prêtés au jeu. Merci Xavi. Merci à toi. C'est la fin de cette émission. La soirée continue sur Calédonia. À 19h55, retrouvez votre émission L'amour est dans le pré. Belle soirée.